Première question, donc, par rapport à ton parcours d'infopreneur, donc tu évolues, tu te développes, ton mindset devient meilleur, plus costaud. Alors, infopreneur, pourquoi? Donc là, c'est parce que cette première boîte que j'ai créée, c'était une aventure fantastique, c'était extraordinaire. 10 ans, ça a duré 10 ans. 10 ans, ouais. Et les premières années, j'étais tout feu tout flamme, hein, normal. Donc, bien sûr. Bon, bosser à fond, ça me dérangeait absolument pas. Mais au bout d'un moment, ça a quand même commencé à me peser d'avoir un gros déséquilibre dans ma vie parce que comme beaucoup d'entrepreneurs, je travaillais 70 heures par semaine, quelque chose comme ça. Je pouvais pas, enfin ma boîte, tout tourne autour de moi, donc je pouvais pas voyager. Alors bien sûr. Tu adores les voyages? Je savais pas encore, mais je pensais que j'allais adorer. Donc je pouvais pas prendre plus d'une semaine ou deux de vacances. Enfin, je pense que le maximum que je prenais, c'était une semaine, quoi. Donc le plus loin que je suis allé, c'était la Finlande. Enfin, je pouvais pas quitter l'Europe. Et donc, et donc le problème, c'est que voilà, donc, je travaillais trop. Et je me suis mis en quête d'un meilleur équilibre entre ma vie pro et perso. Et c'est là que je me suis rendu compte d'un gros problème. C'est que cette boîte que j'avais créée pour devenir libre était en fait devenue une prison. Voilà. Une prison que je m'étais construite moi-même. Et tu étais devenu l'esclave de ta boîte. L'esclave de ma propre boîte que j'avais conçue pour être libre. Ce qui posait problème quand même. Et parce que c'était ma seule source de revenus, je ne voyais pas comment la vendre à l'époque. Et je voyais pas comment je pouvais diminuer mon temps de travail sans impacter la rentabilité. Bien sûr. Donc j'ai commencé à chercher des solutions et je n'en ai pas trouvé pendant plusieurs années. Mettez des likes et des loves, les amis. Mettez des likes et des loves. Yes. Oui. Et donc tu étais devenu l'esclave de ta boîte et je cherche des solutions. Non mais c'est magnifique. Oui. Je cherche des solutions et j'en trouve pas. Okay. Jusqu'à ce que je tombe sur un bouquin qui révolutionne ma vision entrepreneuriale. Mais vraiment, je me suis pris la baffe. Quel bouquin? La plus monumentale que j'avais jamais pris en lisant un livre. La semaine de 80. Il est énorme. Je me suis pris une baffe, mais c'est incroyable parce que j'ai dû le lire en un week-end, quelque chose comme ça. Et je me dis, mais merde, et quand je l'ai lu, ça faisait déjà 8 ans que j'avais ma boîte. Je me suis dit, c'est fou, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur, et là j'ai un bouquin qui change complètement ma vision de ce qu'est un entrepreneur. C'est clair. Et donc là, quand j'ai eu la semaine de 4 heures, ça m'a montré la voie de ce que je devais faire pour pouvoir me libérer. Là, tu as une vraie stratégie. Ça m'a donné la motivation. La stratégie, un peu. J'ai tâtonné un peu. Il y a quand même pour l'époque, moi je trouve que c'était énorme. Parce que le gars, ce qui nous a. Enfin, Tim Ferriss, il est énorme, ce gars-là. Et ce qu'il a donné dans ce bouquin, c'est énorme. Alors, bien évidemment, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il y a beaucoup d'ingrédients. Il manque. Tu vois pas la première fois que tu le lis, mais il manque. C'est pas assez détaillé en fait dans comment tu peux faire. Mais c'est pas grave parce que ça te donne. C'est l'un des livres les plus motivants que j'ai jamais lu. C'est clair. Et il laisse rarement indifférent les gens. Et souvent les gens, soit ils détestent, soit ils adorent. Et ça leur donne souvent suffisamment d'énergie pour se bouger. Et je vais vous faire une petite confidence. C'est également le bouquin qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a influencé, qui explique pourquoi je suis à Dubaï. D'accord. Et ce bouquin, c'est vrai qu'il est énorme. Moi, je trouve qu'il est énorme. Je pense que tout entrepreneur devrait le lire, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Il faut le lire. Il faut le lire. Il faut le lire. Et je ne vais pas dire qu'on ne sera pas d'accord avec lui, mais au moins, ça va te. Pour moi, j'ai le principe suivant, c'est qu'une idée peut changer ta vie. Une idée peut changer ta vie. Voilà. Et dans ce bouquin, il y avait plein d'idées. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Excellent. Donc, tu lis ce bouquin et là, tu te dis. Waouh! Et moi je l'ai lu en une nuit. Ah ouais, non, mais c'est. Et là j'étais là, je me disais, non mais ce bouquin c'est un truc de fou. Ah mais il a influencé des millions de personnes. Non mais c'est fou. C'est clair. Et donc, quelques mois avant, c'est ça qui est rigolo, c'est que tout s'est connecté. Quelques mois avant, j'avais découvert un blog américain qui est le blog de Steve Pavina, qui est un des plus gros blogs américains sur le développement personnel. Sur la productivité, il est très bon. Entre autres, oui. C'est un des précurseurs, c'est un des gars qui a démocratisé les thèses de 30 jours, par exemple. Et je me suis pris des baffes en lisant sur ce blog. Et j'ai découvert déjà qu'un blog, c'était pas un journal intime sur le web, ça pouvait vraiment être mieux plus que ça. Et là, à ce moment-là, Steve publie un article sur comment gagner de l'argent avec son blog. Et il explique voilà ma technique, je fais 50 000 $ par mois. Et tout ce que je dois faire, c'est écrire sur des sujets qui m'intéressent. Et alors quand tu as vu ça, tu t'es pas dit le gars, c'est qui ce gars-là? C'est pas un rigolo, c'est pas sérieux? Non, parce que ça faisait déjà
plusieurs. Parce que moi, je me disais, ces gars-là, c'est des rigolos au départ. Ouais, mais moi, ça faisait plusieurs mois que je lisais ce mec et tu voyais que Steve Papin, il était quand même costaud. C'est vraiment profond. D'accord. La sincérité, ça fait partie de ses valeurs. C'est au bout de plusieurs mois quand même. Oui, mais j'avais pas de raison de douter de ce qu'il faisait. Même si tu as toujours un doute. On pourra en reparler après. Tu as toujours un doute. Bref, donc j'ai lu ça et donc tu as le blog plus la semaine de 4 heures et à la fin de la semaine de 4 heures, Tim Ferriss il recommande plusieurs livres, notamment The E-Myth de Michael Gerber, qui d'ailleurs vient juste d'être traduit en français là. Je le lis 15 jours après la semaine de 4 heures. Et là, je me prends le deuxième baffe. Donc là, les amis, j'avais une jour rouge de la semaine de 4 heures, une autre jour rouge de la. J'étais là avec les 2 jours rouges en me disant, mais en fait, je sais pas du tout ce que je fais. Ça fait 8 ans que je fais un métier, je ne sais pas ce que je fais. Parce que autant la semaine de 4 heures m'a montré la voie pour me libérer, mais The E-Myth m'expliquait pourquoi j'étais dans une prison. C'est ça qui est incroyable. Parce que The E-Myth, pourquoi ça s'appelle The E-Myth? C'est le mythe de c'est-à-dire le mythe de l'entrepreneur. Et en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que Michael Gerber, il te dit voilà, la plupart des entrepreneurs créent leur boîte pour être libres, et en fait, ils finissent prisonniers de leur boîte. Et là, tu te dis. Tu crois, parce que c'est tellement facile de croire que ton cas est unique au monde, tu vois. Et là, tu te rends compte que c'est classique. Bien sûr, vas-y, continue. Et donc, il te dit voilà, c'est le problème. Et voilà pourquoi. Et là, tu te dis mais oui, toutes ces erreurs, je les ai faites quoi. Et là, tu fais ah, mais c'est incroyable. Donc, je peux prendre 2 baffes en 15 jours qui révolutionnent ma vie. Et ça, c'est en quelle année? 2008. 2008, ok. Début 2008. J'ai découvert Steve Papin en décembre 2007. Et j'ai lu la semaine de 4 heures en avril 2008. Ok, excellent. Et donc là, je me dis un truc qui était pas con. Je me dis, mais Olivier, t'aimes bien lire, et t'as jamais lu de livre de business avant. Parce que ça, c'était un piège aussi. Non, c'est énorme. C'est le problème quand tu le crées si jeune. Mettez des likes, mettez des loves. Non, c'est magnifique son histoire, vas-y. Mais tu vois, c'est le problème quand tu te crées si jeune. En tout cas, c'est le piège dans lequel je suis tombé. C'est que je me sentais tellement intelligent. Je me disais, ouais, les mecs, j'ai créé ma boîte à 19 ans, WhatsApp, tu vois. Que j'avais l'impression que j'avais plus besoin d'apprendre, que c'était une connerie énorme. C'est la plus grosse connerie que j'ai fait de ma vie. Tout à fait. Alors, j'adore lire. Pendant 8 ans que j'étais entrepreneur, j'ai pas lu un seul livre pratique. Quelle stupidité. Aujourd'hui, je regarde ça avec le recul, je me dis, mais quelle connerie. Tout à fait. Et donc, heureusement, je dis que je tombe sur la semaine de 4 heures et après sur The E-Myth, et là, je me dis, mais je suis vraiment débile. Parce que si ces 2 bouquins changent ma vision d'un métier que je pratique depuis 8 ans, est-ce qu'il n'y a pas d'autres livres que je peux lire qui vont aussi ouvrir mes horizons, me donner des trucs tout à fait, quoi. Bien sûr. Et là, je commence à explorer, tu vois, à trouver, à me dire, ok, mais comment on fait pour trouver des bons bouquins, tu vois. Et là, je tombe sur un truc, un autre concept génial qui me met une autre baffe, tu vois. Ça s'appelle le Personal MBA. Et Kaufman. De Josh Kaufman. Exactement. Et donc c'est très intéressant. En gros, c'est une liste des meilleurs livres de business au monde. Et c'est aussi très intéressant la genèse de ce projet, c'est que en 2005, il y a Harvard, je crois que c'est Harvard, en fait, il y a le téléphone qui a sonné pour à peu près une centaine de postulants au MBA de Harvard. Il faut se rendre compte quand même, le MBA de Harvard, c'est pas pour les rigolos, c'est $100 000 sur 2 ans. C'est super payé $100 000, c'est super sélectif. Et, normalement, ça s'adresse à déjà des gens qui ont un boulot, parce que les $100 000, tu les sors. Et donc ça veut dire que généralement c'est un crédit, et ce crédit sera remboursé au bout de pas mal d'années. Et donc non seulement tu payes $100 000, et en plus pendant 2 ans tu bosses pas. Bien sûr. Donc tu as un coût d'opportunité. Tu es étudiant. Oui, tout à fait. Énorme. Tout à fait. Et donc et en plus c'est sélectif. Donc tu imagines les mecs ils sont stressés. Ils en veulent vraiment. Et donc pour une centaine de personnes, le téléphone sonne alors qu'ils savent déjà qu'ils sont admis. Et je vais expliquer pourquoi après. Et là on leur dit monsieur, finalement désolé, on va pas vous admettre. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait un bug dans le site de Harvard qui a permis à ces gens-là de savoir à l'avance s'ils avaient été admis ou pas. Et c'était un bug de leur système, il n'y avait pas de piratage en tant que tel, tu vois, c'est juste qu'ils ont été cons, quoi, Harvard. Bien sûr. Et ça, donc Harvard, ils ont dit, nous on est des gens éthiques, tous les gens qui ont profité de la faille pour regarder leurs résultats à l'avance, on va pas les essayer. On va pas les prendre, ok. Et ça a fait les choux gras de la presse business américaine pendant des semaines, parce que c'était quand même, tu vois, c'était hard, tu vois, comme décision. Et là, parmi tout ce maelstrom d'articles qui disent qu'en gros, Harvard, ils sont quand même, les mecs, ils sont quand même pas très cool. T'as Seth Godin, tu vois, qui est un auteur américain extrêmement connu dans le domaine du marketing. Il a écrit la suite Tribu, La Vache Pourpre, Permission Marketing, et c'est le penseur du marketing d'aujourd'hui, vraiment, ce mec. Il écrit un article en disant. Et généralement, ces bouquins sont très fins.
Mais c'est dense. Et très mal structuré, mais c'est très riche en idées et ça vous fait tourner le cerveau. Et donc, Seth Godin, il écrit un article dans lequel il dit c'est la meilleure chose qui aurait jamais pu arriver à ces jeunes gens. Et là, tout le monde se dit what the fuck. Et c'est d'autant plus what the fuck que lui-même a un MBA de Stanford. Tu vois. Et il dit en fait, le MBA, dans un MBA, on vous explique, il écrit ça en 2005. Il dit dans un MBA, on vous explique le meilleur des connaissances pour gérer un business des années 90. Et on vous retire du marché du travail pendant 2 ans, pendant que tout le monde court aussi vite qu'il peut. Bien sûr. Il dit le MBA, c'est un des plus mauvais investissements que vous pourrez faire de votre vie. Et il dit vous allez avoir vous pouvez. Mais il y a des gens qui sont faits pour ça, qui veulent avoir une carrière. C'est clair. Il y a parce que être entrepreneur, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit. C'est évident. Tout le monde ne peut pas le devenir. C'est-à-dire faire finalement ce choix qui est de dire j'arrête les études. Et par contre, pour quelqu'un qui sait qu'il veut et qu'il souhaite, parce que parmi mes étudiants, j'ai beaucoup de MBA. Les gars, ils ont une carrière, ils gagnent super bien leur vie et ils sont super contents. Pour ceux qui ont une carrière et qui savent ce qu'ils veulent dans leur vie, je pense qu'un MBA, c'est un accélérateur. Parce qu'effectivement, tu as une super bonne formation, tu as les meilleurs dans leur domaine. Par exemple, je ne sais pas, Mintzberg, à l'INSEAD en France, tu as vraiment les pontes. Et puis à partir de là, ça te grandit également. Parce que le fait de côtoyer des gens qui sont extrêmement brillants, qui sont costauds, qui sont des pontes dans leur domaine, ça te fait grandir également. C'est comme les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que tu es face et confronté aux meilleurs, tu deviens également meilleur. Ça, ils ne l'ont pas trop mis en avant parce que ce n'est pas que des connaissances. C'est également le fait de te confronter aux meilleurs, qui est un point positif que tu retrouves dans les MBA. Ça, c'est vrai. Mais le truc, c'est que les meilleurs ne sont pas forcément en train d'enseigner dans les écoles. Mais ils sont souvent. C'est-à-dire que tu as quand même… Ah oui. Je suis pas d'accord. Regarde, tu regardes le milieu des infopreneurs, par exemple, dans lequel il n'y a personne qui enseigne à l'école. Juste personne. Alors, attends. Regarde le CAC 40. Tu as que des HEC, tu as que des ENARC, tu as que des polytechniciens. Regarde, ça dépend des domaines. On parle de carrière. Ah oui, non, pour les carrières. On ne parle pas d'infopreneurs. On parle de gars qui font une carrière. Les gars, ils ont fait les meilleures écoles. Tu prends je sais pas moi, Barack Obama, je pense qu'il a fait Yale ou Stanford. Tu as tous les grands, tu vois, ils sont passés par ces écoles de l'élite. C'est-à-dire que si tu veux faire une carrière dans le domaine de la politique, dans le domaine du business, et je parle bien de carrière, ça me voilà. Je me sens pas bien. Voilà, on est d'accord, vas-y, pas de l'eau. Mais maintenant, effectivement, tu as raison. Mais effectivement, il y a des gens pour qui c'est exactement ce qu'il faut. Voilà, donc, tout à fait. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et il y a des gens qui veulent vivre autrement, et c'est là où c'est intéressant. C'est là où nous, ça nous intéresse. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme, même si je n'ai pas commencé comme toi, etc. J'ai toujours été indépendant. J'ai toujours voulu et chéri cette indépendance. D'ailleurs, je suis devenu trader pour ça, parce que je ne voulais pas avoir de boss. Et un trader, c'est un gars qui est indépendant. Il est évalué, jugé sur sa performance. Et là, moi, je me suis dit, c'est comme un sportif de haut niveau. On ne va pas lui dire, t'es comme ci ou t'es comme ça. T'es bon, t'es pas bon, tu marques des buts ou pas. Messi, il a beau ne pas être très grand, pourtant, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Pourquoi? Parce qu'il marque, parce qu'il est là. Ouais. Et donc, moi, c'est ça ce qui m'a plu dans le trading. Et c'est ça ce qui m'a plu également dans le monde de l'infopreneuriat. C'est qu'on te juge par rapport à tes compétences, pas par rapport au fait que tu sois… Voilà. Ok, continue. Donc là, c'est super. Okay. Donc, oui, donc, MBA, oui. Et là, tu te dis, alors, ça te donne l'idée. Personnel MBA. Ben alors, tu vois, tout s'imbrique en fait dans ma tête. Déjà, je teste un peu le personnel MBA en lisant les premiers bouquins que je trouve absolument extraordinaires. Okay. Et du coup, tout s'imbrique dans ma tête parce qu'il y a le blogging auquel m'a initié Steve Pavlina. Que j'avais déjà démarré, je t'ai dit, j'ai démarré mon premier blog en 2007, c'était pas un bon, il n'a pas marché. Tu gagnais pas d'argent. Mais j'avais l'idée de faire du blogging. Ouais. J'avais l'idée de lire des super bouquins, d'excellents livres pour me former. Bien sûr. Pour appliquer dans mon business. C'était ma grande force, c'est que j'avais un business, donc je pouvais appliquer ce que j'apprenais. Tu vois. J'avais l'idée donc de lancer un business sur le web et j'avais l'idée de me motiver à lire plein de bouquins. Et donc tout s'imbrique dans ma tête et c'est là que j'ai l'idée de mon premier blog à succès, celui qui va me permettre de devenir blogueur professionnel, des livres pour changer de vie. Excellent. Où grosso modo, je parle exactement de ça, de livres qui changent la vie. Et parce que je me dis, j'ai quand même été stupide pendant 8 ans de ne pas comprendre qu'il y a des livres qui peuvent changer ma vie. Excellent. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres gens qui font la même erreur que moi. Moi, je vais essayer de les toucher ces gens-là pour leur dire, faites pas la même connerie que moi, lisez des bons bouquins parce que ça peut changer votre vie. Excellent. Et j'en profite pour lancer un défi qui va donner de la publicité au blog et qui va me motiver, qui est de prendre 52 livres du personnel MBA, d'en lire un par semaine pendant 52 semaines et d'en faire un résumé sur le blog. Ok. Ouais. Et donc, c'est un énorme travail. Et alors là, petite question, je me fais l'avocat du diable.
t'étais pas prisonnier finalement parce que 52 livres, un livre par semaine, ça fait purée, beaucoup de boulot. J'ai adoré ça. T'as adoré, mais t'étais prisonnier aussi, c'était énormément de travail. Je l'ai absolument pas vécu comme ça. Bravo. Parce que t'adorais ce que tu faisais. Alors déjà, c'était l'objectif 52, j'ai pas réussi à l'atteindre. Hein. J'en ai lu et chroniqué que 32 seulement. Ce qui est pas mal. Mais personne n'en a voulu, ouais. parce que c'était déjà énorme. Et en fait, ce que j'avais sous-estimé, c'est qu'il me fallait 2 fois plus de temps pour écrire le résumé que de temps pour lire le livre. Bien sûr. Donc voilà. Ouais. Mais oui, donc l'objectif est déjà très ambitieux et les gens n'en ont pas voulu. Bien sûr. Et donc j'ai calculé, mais en plus, ce qui était difficile, finalement, c'est que j'avais ma première boîte à gérer en même temps. Mais c'était pas si difficile que ça parce que je peux aussi partager comment j'appliquais dans ma boîte, ce qui me différenciait de tous les autres parce que personne parlait de ça. Tu vois. Et donc j'ai mesuré précisément la première année, j'ai mis ça en dessous de chaque article, le temps que je prenais pour lire le bouquin, le temps que je prenais pour écrire la chronique et le temps que je mettais sur mon blog. D'accord. J'ai pas passé plus de 10 heures par semaine sur des livres pour changer de titre la première année. Ok. Parce que de toute façon, je pouvais pas gérer ma boîte à gérer à côté. D'accord, donc tu gérais ta boîte et 10 heures consacrées à la lecture, au résumé. Et au résumé, ce qui est pas mal quand même, parce que lire un bouquin et le résumé en 10 heures. T'es costaud, hein? Ouais, mais ça allait. Bon, bravo, bravo! Non, mais je suis un lecteur rapide naturel. Ok. Ouais, je dis à peu près 450 mots par minute, sans aucun entraînement, donc voilà. Et la moyenne, c'est plutôt du 250-300. Ok. Donc, oui. Tu lis rapidement, tu résumes, etc. Ouais. Et là, ton blog, il commence à prendre une grosse ampleur. Il commence à se développer. Bah, gros, tout est relatif. Hein. Mais il commence à se développer. Il y a des blogs qui en parlent, etc. Et au bout d'un an, il avait 500 visiteurs par jour. Et oui, il avait déjà une bonne petite notoriété. Il me rapportait entre 200 et 300 euros par mois de commission d'affiliation Amazon. Donc, c'était bien, mais c'est pas sans plus. Voilà, sans plus. D'accord. Par contre, c'était bien parce que j'avais acquis plein de connaissances en lisant mes bouquins. J'avais commencé à vraiment optimiser ma boîte, à travailler moins dedans, à déléguer plus et tout. Excellent. Et donc là, ça t'a donné des idées pour développer ton business? La première boîte, je l'ai fait pivoter un peu parce qu'au début, on était super centré sur tout ce qui était réseau pour les professionnels et tout ça. Et à la fin, c'était presque devenu pas complètement, mais c'était une boîte de développement logiciel. On faisait aussi des logiciels, notamment pour Peugeot et autres. Et par contre, voilà, au bout d'un an, je me retrouve avec des livres pour changer de vie qui commencent à bien marcher, mais je ne sais pas comment le monétiser. Et là, donc tu as un blog, tu as une audience et tu te dis ok, super, j'ai tout ça, j'arrive pas à monétiser. Je gagne 200-300 euros par mois. Donc c'est rien, c'est nul. Que faire. Et donc, je passe à l'étape au-dessus. Notamment, j'ai embauché un consultant marketing qui était un des seuls gars en France à avoir fait un lancement qui s'appelle Sébastien Marc français, voilà. Et que j'avais connu dans un autre milieu avant, donc on se connaissait déjà. D'accord. Et il m'a aidé en fait à franchir ce premier cap. Et en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un sondage auprès de l'audience en disant voilà, ça fait 1 an que je propose des chroniques, que vous connaissez mon expérience, tout ça, et des chroniques et des articles aussi, et des podcasts aussi. Je leur ai dit comment je peux vous aider encore davantage. Qu'est-ce que vous aimeriez que je crée comme produit? Et en gros, quel objectif vous avez dont vous aimeriez que je vous aide pour ça? Et puis sous quel format? Et la majorité des gens me disent on veut que tu nous aides à créer notre entreprise parce qu'on a envie de faire ça et on procrastine et on veut ça sous forme de podcast audio parce qu'on adore tes podcasts. D'accord. Donc quand je vois ça, je fais ok, let's do it. Les gens me demandent ça, c'est pile dans mon domaine de compétences. J'ai créé ma boîte jeune. Ah oui, et aussi ce que les gens savaient parce que je l'avais partagé sur mon blog, ça faisait déjà 8 ans à l'époque que je faisais partie du jury d'une structure de financement d'entreprise, la même structure qui m'avait financé au début. Donc j'ai vu passer une centaine de dossiers, on discutait de est-ce qu'on finance ou pas, est-ce qu'on accorde des prêts ou pas. Donc ça m'avait permis aussi d'avoir une expérience en matière de financement. Qu'est-ce qui fait la viabilité d'un projet et tout ça, tu vois. Donc ça me donnait aussi une autre casquette intéressante dans cette expérience d'entrepreneur, tu vois. Excellent. Et puis j'avais lu pendant 1 an tous ces bouquins qui m'avaient donné une autre culture aussi que j'avais pu appliquer. Donc je me dis ok, mais oui, je peux aider ces gens je peux les accompagner pendant leur projet de création d'entreprise, les aider à ne plus procrastiner ou moins procrastiner, bien se faire accompagner et tout ça. Et donc je décide de créer une formation qui s'appelle Agir et réussir. Je crée ma mailing list dans la foulée, une petite liste de 350 personnes, il y avait peut-être 450 à la fin du lancement. On fait un petit lancement interne.
grand-chose. Non, pas grand-chose. Aujourd'hui, tu as une liste de combien environ? 200 000. Ok, ce qui est quand même énorme. Non, mais c'est vrai que c'est rigolo quand tu regardes. Bah oui. Mais ça suffisait parce que c'était des gens, c'est des gens pour la plupart qui me suivaient depuis longtemps, qui avaient répondu au sondage, qui étaient motivés. Donc je fais un lancement interne de la formation interne, c'est-à-dire sans partenaire, uniquement par email, pas de vidéo, chiadé, rien. Du jour au lendemain, je passe de 300 € à 3000 € par mois de chiffre d'affaires. Ce qui est énorme. Et surtout ça ça permet de croire que c'est faisable. Mais oui, c'est ce que j'ai toujours. Surtout tout à l'heure, il y a toujours du doute. Et c'est ce que j'ai toujours à mes élèves et à ceux qui me suivent, c'est que c'est important pour vous de gagner vos premiers euros, vos premiers dollars ou premiers roubles, peu importe, sur le web par vous-même, même si les premiers dirhams, on est à Dubaï, à ED. Voilà, peu importe. Il vous faut gagner vraiment de l'argent pour que vous puissiez comprendre psychologiquement que c'est possible. Parce que même si vous faites confiance à la personne, même si vous dites ouais, c'est vrai, le mec le fait. Vous avez toujours un doute déjà de est-ce qu'il le fait vraiment et deux, est-ce que moi je peux le faire? Et c'est vraiment important de passer le cap vraiment pour que vous vous dites ok, c'est possible et je peux aller au cap supérieur. Et je pense vraiment que c'est plus difficile de gagner ces premiers 1000 € que ces premiers 10 000 €. Bien sûr. Et après, j'ai même l'impression que c'est beaucoup plus facile. Après, ça dépend bien évidemment de ton travail, de ta motivation, de ton projet. Mais c'est beaucoup plus facile quand c'est plus important, c'est plus facile de gagner des sommes plus importantes que finalement ces premiers 1000 ou 10 000 €. Parce que c'est là où 90% de gens vont arrêter, ils vont abandonner. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, souvent, c'est un manque de persistance et les débutants font aussi beaucoup cette erreur. C'est qu'ils trouvent un truc, une formule qui marche, ils trouvent quelque chose qui fonctionne, ils font waouh! C'est génial, j'ai fait ça, ça a marché. Et là, souvent, ce que je te pose comme question, c'est d'accord, et du coup, depuis, tu l'as répété combien de fois? Et là, souvent, il y a un blanc. Tu me regardes, mais comment ça? Maintenant, je ne l'ai pas répété. Je dis, mais quand tu trouves un truc qui marche, tu le fais encore et encore. Et ça s'applique au marketing, ça s'applique à tout. Mais ce que je dis toujours, imagine, tu apprends le karaté. Et là, tu trouves une prise qui te permet de gagner plus souvent. Tu vas l'utiliser tout le temps ou pas? Bien sûr. Ou tu dis non, aujourd'hui je ne le sens pas, le vent n'est pas dans la bonne direction. La clé de la réussite, c'est la persévérance. C'est-à-dire que je pense que les gens qui sont top niveau sont des gens qui se sont battus, qui ont été persévérants, qui avaient une vision et qui sont allés jusqu'au bout. Et que beaucoup de personnes ne vont jamais réussir parce que justement, ils ont arrêté au tout début. En première phase, ils ont abandonné. Donc, magnifique. Infopreneur, tu commences à monter en puissance. Moi, j'ai envie de te... Alors, déjà, est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport... Parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais après, je sais. Ça fait déjà un moment qu'on a démarré. Je sais pas quelle deuxième question. Non, infopreneur. Parce que on a fait que la première question. Que la première question. On en a 10, hein. 10 questions. Et après, il y a vos questions. Donc, deuxième question. Justement, qu'est-ce que tu penses de cette industrie?